À 85 ans, Amanda Lear pourrait mettre fin à toutes les rumeurs qui la suivent depuis plus d'un demi-siècle. Elle pourrait donner une date, un lieu, un nom, puis fermer définitivement le dossier. Mais elle ne l'a jamais fait. Et avec le temps, une chose est devenue claire. Le mystère autour de son passé n'est pas seulement quelque chose qu'elle a subi. Amanda a aussi appris à vivre avec lui, à l'utiliser et parfois même à le laisser grandir. Derrière la chanteuse de disco, derrière la muse de Salvador Dali, derrière cette voix grave que toute l'Europe a reconnue, une question reste encore ouverte. Qui était Amanda Lear avant de devenir Amanda Lear? Son année de naissance a changé selon les versions. Son lieu de naissance aussi. Son enfance reste difficile à reconstruire. Et depuis ses débuts, les mêmes rumeurs reviennent. Amanda aurait pu essayer de tout arrêter. Elle a choisi autre chose. Elle a laissé le doute. Selon les documents les plus souvent cités, Amanda Lear serait née le 18 novembre 1939 à Hong Kong. Mais même ce point, qui devrait être simple, devient vite difficile à suivre. Au fil des années, d'autres dates ont circulé. 1941, 1946, parfois encore plus tard. Le lieu de naissance change lui aussi selon les versions. Hong Kong, Saïgon, la Suisse, Paris. Plus on cherche une réponse claire, plus les versions se multiplient. Son enfance reste elle aussi difficile à reconstruire. Très peu d'images, peu de récits familiaux précis, peu de traces publiques permettant de raconter simplement qui elle était avant de devenir célèbre. Et c'est dans ce vide que les rumeurs ont grandi. Certains journalistes ont affirmé qu'avant Amanda Lear, il aurait existé une autre identité. Le nom d'Alain Tapp revient souvent dans ces récits, avec l'idée qu'Amanda aurait fréquenté très jeune certains milieux nocturnes de Paris sous une apparence androgyne, mais ces histoires ont été répétées pendant des décennies sans jamais produire une réponse définitive, et Amanda elle-même n'a presque jamais simplifié les choses. Quand on lui pose directement la question, elle ne donne pas la réponse que les journalistes attendent. Elle rit, elle détourne la conversation, ou elle renvoie la curiosité vers celui qui l'interroge. Au lieu de fermer la porte, elle laisse toujours une petite ouverture, juste assez pour que le doute continue. Au début, cela peut ressembler à une simple façon de protéger sa vie privée, mais très vite, on comprend qu'il y a autre chose. Amanda ne veut pas seulement cacher certaines choses. Elle refuse surtout que quelqu'un d'autre décide à sa place qui elle doit être. Dans les années 60, cette attitude commence déjà à la distinguer. Grande, très mince, le regard direct, une voix grave qui surprend immédiatement. Elle ne ressemble pas aux femmes que le public a l'habitude. Quand Amanda Lear rencontre Salvador Dali, quelque chose change. Dali ne voit pas seulement une jeune femme élégante et différente. Il voit quelqu'un qui comprend déjà le pouvoir de l'image, du doute et de la provocation. Pendant des années, Amanda reste très proche de lui. Elle devient sa muse, sa protégée, parfois presque son reflet. Avec Dali, elle découvre un monde où tout n'a pas besoin d'être expliqué pour devenir puissant. Une apparence peut raconter une histoire, une rumeur peut attirer l'attention, un silence peut être plus fort qu'une réponse. Amanda observe tout cela et elle apprend vite. Elle comprend qu'une célébrité n'a pas toujours intérêt à tout montrer. Quand il reste une zone d'ombre, le public continue de regarder. C'est à ce moment-là qu'Amanda commence à construire quelque chose de plus grand qu'une simple carrière. Elle construit un personnage. Elle apparaît dans les soirées, dans les cercles artistiques, dans la mode. On parle de son allure, de sa voix, de ses relations, de son passé. Et chaque fois qu'une nouvelle question apparaît, elle ne se précipite pas pour la faire disparaître. Elle laisse les autres parler. C'est précisément ce qui la rend difficile à saisir. À une époque où beaucoup de célébrités essaient de donner une version claire de leur vie, Amanda fait presque l'inverse. Elle donne assez d'informations pour rester présente, mais jamais assez pour fermer complètement le dossier. Avec Dali, elle comprend aussi qu'il ne suffit pas d'être belle pour durer. Il faut créer une image que le public reconnaît immédiatement. Amanda développe alors sa propre signature. Une silhouette très mince, un regard froid, une voix grave, une façon de parler directe et parfois provocante. Surtout, elle donne toujours l'impression de savoir quelque chose que les autres ignorent. Mais Amanda ne veut pas rester seulement la muse de Salvador Dali. Elle sait qu'une muse vit toujours dans l'ombre de quelqu'un d'autre.
Elle veut son propre nom, son propre public et sa propre scène. À la fin des années 60 et au début des années 70, elle travaille dans la mode et fréquente de plus en plus les milieux artistiques de Londres, Paris et New York. Puis elle rencontre David Bowie. Et cette rencontre va lui ouvrir une nouvelle porte, celle de la musique. La rencontre avec David Bowie arrive au bon moment. Bowie comprend très vite ce qu'Amanda possède déjà. Une présence étrange, une voix impossible à confondre et cette capacité à attirer l'attention sans tout expliquer. Il l'encourage à essayer la musique. Amanda accepte. En 1977, tout s'accélère. Follow Me devient un grand succès en Europe. Sa voix grave surprend immédiatement. Elle ne ressemble pas aux chanteuses disco que le public connaît. Et au lieu de cacher cette différence, Amanda en fait sa signature. D'autres titres suivent, comme Queen of Chinatown, Fashion Pack ou encore Enigma. Pendant quelques années, son visage est partout. Les clubs passent ses chansons, les télévisions l'invitent et les magazines veulent l'interviewer. Elle a réussi. Mais ce succès crée aussi un nouveau problème. Plus Amanda devient célèbre, plus les journalistes cessent de parler seulement de sa musique. Ils veulent savoir d'où elle vient. Ils veulent comprendre son passé. Ils veulent surtout obtenir une réponse claire sur les rumeurs qui la suivent depuis ses débuts. Amanda continue pourtant de jouer le même jeu. Un sourire, une plaisanterie, une réponse qui ne ferme jamais complètement la porte. Au début, cette attitude l'aide. Les rumeurs font parler d'elle, elle renforce son image. Mais avec les années, la situation change. Il y a une différence entre utiliser un mystère et devoir vivre avec lui pendant toute une vie. Quand la disco commence à perdre de sa force au début des années 80, Amanda se réinvente encore. Elle se tourne davantage vers la télévision, surtout en Italie, où son humour, sa culture et son sens de la provocation fonctionnent très bien. En France aussi, elle devient une invitée régulière. Elle sait parler, elle sait répondre et elle sait créer un moment de télévision en quelques secondes. Mais peu à peu, le mystère qui l'avait rendue fascinante prend plus de place que son travail. On lui parle moins de musique et davantage de son âge, de son visage, de ses origines et toujours de la même question. Qui était-elle avant de devenir Amanda Lear ? Elle continue de sourire, mais sa relation avec les médias devient plus tendue. Et bientôt, même certains hommes qui avaient compté dans son ascension vont revenir dans son histoire sous une lumière beaucoup moins brillante. Salvador Dalí d'abord, puis David Bowie. Quand Salvador Dalí meurt en 1989, Amanda commence à parler davantage de leur relation. Pendant des années, elle l'a présenté comme un homme essentiel dans sa vie, un maître, un ami, une présence presque permanente. Elle raconte une relation très proche, faite d'admiration, de fascination et parfois de tension. Mais tout le monde ne partage pas sa version. Après la mort de Dalí, certaines personnes de son entourage contestent plusieurs affirmations d'Amanda. Selon ses récits, elle aurait été moins présente dans les dernières années du peintre qu'elle ne le laisse entendre. Gala, la femme de Dalí, aurait aussi cherché à maintenir une distance entre eux. Amanda, elle, raconte autre chose. Elle affirme que Gala était jalouse de leur proximité et qu'elle n'a jamais cessé de compter pour Dalí. Encore une fois, deux histoires existent. Et encore une fois, aucune réponse ne ferme complètement le sujet. Mais cette fois, le mystère montre un autre visage. Amanda comprend que même ses souvenirs peuvent être contestés publiquement. Une relation peut devenir une polémique. Une confidence peut être remise en cause. Et un homme mort ne peut plus confirmer ce qui s'est réellement passé. Puis le nom de David Bowie revient lui aussi. Pendant longtemps, Amanda parle de lui avec admiration. C'est l'homme qui l'a encouragée à entrer dans la musique. Mais des années plus tard, son ton devient plus amer. Elle laisse entendre qu'au moment où les rumeurs sur son identité devenaient très fortes, Bowie n'a pas pris sa défense. Pour Amanda, cette absence compte. Les rumeurs avaient peut-être aidé à construire sa légende, mais elle finissait aussi par suivre chacune de ses apparitions. Peu importe ce qu'elle faisait, les mêmes questions revenaient. Sa manière de répondre change alors peu à peu. À la télévision française, elle évite moins le conflit.
Quand elle estime que les médias utilisent les mêmes rumeurs contre elle, elle le dit. Son humour devient plus sec, ses phrases plus directes, parfois plus dures. Certains admirent cette franchise. D'autres commencent à la trouver difficile. Même les comparaisons avec Grace Jones renforcent cette image. Deux femmes très différentes, deux voix graves, deux styles puissants que les médias aiment opposer. Amanda répond parfois avec ironie et quelques mots suffisent pour créer une nouvelle polémique. Mais derrière ces provocations, quelque chose devient évident. Le monde qu'il avait autrefois récompensé pour son mystère commence maintenant à lui demander des comptes. On parle de son âge, de son visage, de ses origines, de son passé. Plus elle refuse d'expliquer, plus les questions reviennent. Amanda avait construit un personnage impossible à enfermer. Maintenant, l'incendie de l'an 2000 change profondément Amanda Lear. Elle n'est pas dans la maison lorsque le feu se déclare. Son mari, Alain-Philippe Malagnac, lui, s'y trouve. Il ne survivra pas. Quand Amanda apprend ce qui vient de se passer, elle revient précipitamment en Provence, mais il est déjà trop tard. La maison est détruite et l'homme qui partageait sa vie est mort dans les flammes. Cette fois, Amanda ne peut rien détourner. Il n'y a pas de journaliste à provoquer, pas de rumeurs à laisser courir, pas de phrases brillantes pour reprendre le contrôle. Il ne reste qu'un vide brutal. Pendant plusieurs mois, elle disparaît presque complètement de la vie publique. Elle parle peu, ne cherche pas à montrer sa douleur et refuse de transformer ce drame en spectacle. Lorsqu'elle revient, quelque chose semble avoir changé. Elle paraît plus distante, plus dure. Son humour est toujours là, mais il devient plus sec. Quand une question lui déplaît, elle ne cherche plus toujours à l'éviter avec élégance. Elle ferme la porte. Pendant des années, Amanda avait utilisé la distance comme une partie de son personnage. Après la mort de son mari, cette distance ressemble davantage à une protection. Elle retourne aussi vers la peinture, une passion ancienne qui prend désormais plus de place dans sa vie. L'atelier devient un refuge. Là, personne ne lui demande son âge, son lieu de naissance ou ce qu'elle aurait caché. Elle peint, elle écrit, elle continue parfois la télévision, mais une partie de l'ancienne Amanda semble s'être retirée. Les années passent et beaucoup de personnes qui ont traversé sa jeunesse, l'époque disco ou les grands milieux artistiques, disparaissent à leur tour. Le monde change, les médias changent, mais les questions sur Amanda restent presque les mêmes. Chaque nouvelle génération redécouvre son histoire et recommence à chercher une réponse sur ses origines, son âge et son identité. Amanda, elle, ne cède pas. Avec le temps, elle semble même de moins en moins intéressée par l'idée de convaincre qui que ce soit. Puis son propre corps lui rappelle qu'il existe une limite que personne ne peut contrôler. En 2022, Amanda annonce avoir subi une importante opération du cœur. Elle en parle sans long récit et sans mise en scène. Mais derrière cette manière légère de présenter les choses, une réalité devient impossible à ignorer. Même Amanda Lear vieillit. Elle réduit alors davantage sa présence médiatique et se consacre encore plus à la peinture. Dali est mort. Bowie est mort. Son mari est mort. Avec le temps, Amanda Lear finit par parler plus clairement de ce que le public appelle son mystère. Mais elle ne donne toujours pas la réponse que beaucoup attendent. Elle ne raconte pas toute son enfance dans l'ordre. Elle ne ferme pas une par une toutes les rumeurs. Elle ne cherche même plus vraiment à convaincre. À la place, elle explique quelque chose de plus simple. Le doute a toujours eu une force particulière. Pendant des décennies, les gens ont voulu savoir qui elle était vraiment. Amanda a compris très tôt que cette question pouvait devenir plus puissante. Amanda Lear a réussi quelque chose que très peu de célébrités arrivent à conserver pendant toute une vie. Le contrôle de son propre récit. On a parlé de son âge, de ses origines, de son identité, de Dali, de Bowie, de ses relations, de son apparence et de tout ce qu'elle aurait caché. Mais personne n'a jamais réussi à lui arracher une version définitive de son histoire. Et c'est précisément là que se trouve sa victoire. Amanda a compris très tôt qu'une vérité expliquée, une fois finit par perdre sa force. Un mystère, lui, peut durer pendant des décennies. Il peut traverser les modes, les carrières et même les générations. Mais cette victoire a eu un prix.
Pendant longtemps, les questions sur son passé ont parfois parlé plus fort que ses chansons, plus fort que ses tableaux et plus fort que tout ce qu'elle avait réellement construit. Elle voulait empêcher les autres de la définir. En échange, elle a dû vivre avec des gens qui ont passé leur temps à essayer de le faire. Aujourd'hui encore, personne ne peut dire qu'il possède toute la vérité sur Amanda Lear. Peut-être parce qu'elle ne l'a jamais donnée, peut-être parce qu'elle ne le voulait pas, ou peut-être simplement parce qu'après tant d'années, Amanda Lear et le personnage qu'elle a créé sont devenus impossibles à séparer. Elle a passé sa vie à protéger